Bonjour Déborah. Donc, on a fait une première partie de ton parcours, qui est un long parcours d'AMP avec beaucoup de tentatives, d'examens et surtout d'événements assez traumatisants. Donc, on a terminé le premier épisode avec cette fausse couche qui a été vraiment quelque chose de très difficile à vivre pour toi, surtout dans le contexte, enfin encore plus dans le contexte où tu étais en métropole pour tes vacances, dans le cadre de cette première grossesse qui était quand même quelque chose de très positif dans ton parcours. Donc là maintenant, tu vas nous parler de ce qui s'est passé après, donc après cette fausse couche qui était liée à un transfert d'embryon d'une quatrième FIV. Donc on est déjà sur 4 FIV, plus toutes les tentatives en insémination que tu avais pu faire avant, plus tout le temps qui a passé entre le moment où tu as souhaité avoir des enfants et toutes ces épreuves-là. Donc, sur cette cinquième FIV, comment tu l'as vécu, comment tu t'es engagé dans cette nouvelle tentative? Alors, c'est vrai que arrivé à la quatrième FIV, on est déjà à 6 ans de parcours. On vit plus du tout les choses de la même façon par rapport au début. On part plus avec de l'insouciance, de la méconnaissance. Là, on part armé, vraiment renseigné. Je Mhm. connaissais parfaitement mon dossier. Je faisais pas confiance à n'importe quel médecin. Voilà, les expériences passées servent de leçon aussi, donc nous aident aussi à avancer. Je pense que c'est à double tranchant, mais ça a quand même des effets positifs. Et puis, après cette quatrième FIV, vu que pour la première fois, nous avions des embryons congelés, on a eu le droit quand même à un deuxième transfert. Donc, on avait 2 embryons congelés restants. Et à la décongélation, il y en a un qui n'a pas tenu. Donc, un de moins, un transfert, et puis ça n'a pas fonctionné. Et est-ce que tu avais aussi à cette époque-là, je pense, acquis des connaissances sur la nécessité de mieux évaluer le potentiel implantatoire des embryons? Exactement. Du coup, on commençait à parler de WinTest et de Matrice Lab à l'époque. Donc, j'ai voulu le faire en fait, après cette quatrième échec, Mhm. quatrième FIV, c'est-à-dire qu'on n'a plus de prise en charge par la sécurité sociale. On a tenté une dérogation sur le fait que j'avais déjà eu un début de grossesse, et puis sur le fait que j'avais eu des pertes de chance avec l'hyperstimulation, avec un transfert qui avait été fait pas de dans de bonnes conditions, enfin, avec tout ce qu'il y avait eu auparavant, mais ça n'a pas été accordé. On prend quand même la décision de faire la cinquième à nos frais, sachant que la quatrième avait eu un signe d'espoir avec ce début de grossesse, donc on veut tenter. C'est vrai Mhm. qu'on commence aussi à envisager d'autres solutions comme le don d'ovocytes, hein, la dernière solution qui pouvait s'offrir à nous, mais je ne suis pas prête parce que j'ai une trentaine d'années, je ne suis pas en insuffisance ovarienne et c'est la méconnaissance en fait du corps médical pour le moment de ces échecs, de ces mauvaises qualités d'embryons qui restent sans réponse, qui font qu'on ne sait pas quelle est la bonne solution. Les Oui, médecins ne savent pas nous dire non plus. c'est-à-dire que tu Donc, as, voilà, tu un diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques, mais il n'y a pas d'explication concrète, définitive ou sur lequel on puisse appuyer pour dire, bah voilà, le diagnostic c'est ça, et face à ce diagnostic, la solution c'est ça. Les voilà, choses non, restent un peu floues et donc il y la a. recherche n'est pas encore assez avancée. Les biologistes nous disent notre seul critère, c'est visuel, et visuellement, on ne sait pas tout. Hmm. Des embryons qui ne sont pas beaux, qui ont des mauvais stades à l'évaluation morphologique, peuvent s'implanter, et puis des très beaux, magnifiques, ne s'implantent pas. Donc, on ne connaît pas tout, et sur la qualité de l'embryon, et sur la qualité de l'endomètre et de l'implantation, parce que là demeure presque le plus Hmm. d'inconnus. Hmm. Ça évoluera, on espère, mais pour l'instant, ça. Donc, je commence à me renseigner, oui, sur la qualité, comment tu disais, de l'implantation, Oui, d'évaluer la qualité de l'implantation. Donc, Matrice Lab et Wintest, à cette époque-là, je me renseigne, et la gynéco, il y a un petit peu une guerre de paroisse, c'est ça, sur les deux tests. Et la gynéco était plutôt pour le Wintest.
à l'époque. Et moi, je voulais faire matrice lab. Et puis, j'ai pas pu le faire parce que ici, il faut pouvoir envoyer l'échantillon. Enfin, c'était assez complexe. Et pour la 5e FIV, j'ai pas pu le faire. Donc, on part sur la 5e FIV dans les mêmes conditions à peu près. Et puis, avec un frisol, je crois, des transferts. Je sais plus combien on a eu d'embryons. Je sais même plus. Et on les a transférés. Et il n'y avait pas eu d'embryons. Je sais même plus s'il y avait des embryons congelés. J'ai Ouais, occulté. Et ça n'a pas tu as fonctionné effacé ça de ton esprit. de ma mémoire. Voilà, ça n'a plus d'importance maintenant parce que vraiment, enfin, pour nous, c'est presque un détail maintenant. Mais là, il n'y a pas eu d'implantation, donc il n'y a pas eu de grossesse. Et voilà. Donc, Mm. nous sommes face aux échecs de l'AMP intraconjugale. On n'a plus de solution ici sur le territoire. De toute façon, il n'y a pas de don. Donc, on réfléchit, je prends du temps. Je suis à ce moment-là suivie par une psychologue aussi parce que sur cette fin de parcours, j'en ai besoin. Ça m'aide beaucoup à prendre du recul, à prendre des décisions parce que, en fait, je fais beaucoup au feeling. Je fais comme bien, enfin, je fais les choses comme elles me semblent bonnes et voilà, au feeling. Et puis quand on décide, donc après cette 5e FIV, il m'a fallu ce 5e échec de FIV pour me dire ça y est, c'est plus la solution. En fait, il a fallu ça pour que je réalise, que je me dise non, la solution elle sera pas là, c'est pas Ouais. possible. Donc Elle sera pas avec tes gamètes. elle sera pas avec mes gamètes. On a tout essayé. Moi j'ai besoin de tout tenter pour me dire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais tant que j'ai pas tout tenté, c'est mon mental qui est comme ça. Je pouvais pas ne pas tout tenter. On pouvait le faire, on l'a fait et ça n'a pas fonctionné. Voilà. Comme ça permettait de tourner la page et d'envisager le don. Donc on envisage le don de vos sites. Bon, c'était quand même, Pas facile. c'est-à-dire que on l'avait quand même envisagé, je pense, avant la 5e, en se disant il y a beaucoup d'attentes et on va s'inscrire. Donc on avait profité d'un voyage en France quand même pour par visio, on avait pu faire à l'époque, c'était très compliqué, faire une visioconférence avec un médecin pour pouvoir s'inscrire sur un centre en métropole, sachant qu'il y avait beaucoup d'attentes. Et on se disait au cas où. Voilà, j'avais quand même ce souvenir. Et puis, quand on a pris la décision de faire la FIV, on s'est renseigné avec mon nouveau site et on est parti sur la République tchèque. Avec les médecins d'ici qui ne connaissaient pas du tout. Ils connaissaient que l'Espagne, donc aucun soutien. Je les ai trouvés sur les associations de soutien. Et les parcours d'autres patientes qui étaient passées par là, dont toi, qui m'a aidée à ce moment-là. Et, Et juste, et quand... Déborah, parce qu'on a l'impression que c'est simple comme ça, mais cette idée de devenir parent via le don de gamètes, c'est quand même quelque chose qui peut prendre du temps, qui n'est pas un truc automatique. C'est-à-dire, on ne se dit pas, hop, alors voilà, les FIV, ça ne marche pas, je vais aller vers le don. Oui. Ça pose quand même des questions sur ta future Exactement. parentalité, les enfants, enfin, et tout ça, ça t'a C'est des pris un petit questions peu de temps. forcément. Et en fait, vu qu'il s'est quand même passé du temps, enfin, plusieurs mois, entre l'échec de la 4e, on commence un peu à y penser, mais je voulais pas m'y résoudre sans avoir fait la 5e. Donc en fait, on va dire que depuis l'échec de la 4e, j'y pensais quand même. J'y D'accord. Ok. réfléchissais, qu'est-ce que ça engendre de fait de devenir parent avec don de gamètes, parce qu'effectivement, c'est pas rien, mais il s'est passé tellement d'années que les deuils, on les fait successivement. Hein. Le deuil de faire l'enfant naturellement, le deuil le fait de se faire aider. Voilà, c'est des étapes et en fait, elles sont nécessaires. Moi, elles ont été nécessaires. Comme pour autant, j'aurais pas pu. Ça aurait été... Au début, j'ai beau avoir perdu du temps, je me dis au début, j'aurais pas été capable de faire des FIV dès le départ. Je me dis, vous êtes jeune, vous avez des petits problèmes, pourquoi on m'aurait proposé la FIV? Je pense que j'aurais pas non plus été prête. Alors que quand on me l'a proposé, j'avais compris que c'était peut-être une solution qui pouvait nous aider. Donc Et c'est ça donc qui le est. don. Oui, je trouve que c'est ça qui est aussi très ambivalent, c'est-à-dire que quand on est en parcours d'AMP, on lutte contre le temps, contre les rendez-vous qui prennent du temps, contre l'attente, et en même temps, on a besoin de temps aussi pour élaborer les différents recours et les différents processus dans lesquels qu'on va pouvoir accepter et dans lesquels on va pouvoir rentrer ou pas, parce qu'il y a aussi des gens qui disent bah non, pour moi c'est trop lourd, j'y vais pas quoi.
c'est pas possible. Mm. Et c'est vrai qu'au début, j'en ai pas parlé, mais j'étais beaucoup dans je le veux tout de suite, cet enfant. Un mois d'attente, c'était énorme. J'avais beaucoup de mal à prendre du recul avec ça. Dès que je pouvais enchaîner un cycle, j'enchaînais. Enfin, c'était vraiment difficile d'attendre, de voir les autres parents, les autres amis devenir parents. À la fin, j'étais pas comme ça. À la fin, je te dis, c'était au feeling, ça doit prendre du temps, ça prendra du temps. Il me D'accord. faut ce temps-là pour réfléchir et pour envisager les choses. Et c'est ok, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça m'a permis vraiment, ça m'a vraiment aidé à la fin. J'étais plus du tout dans cette course à avoir un enfant. Déjà, si j'en ai un, c'est déjà bien, Mm. mais pas, Ouais. j'étais pas 1 ou 2 mois près, quoi. Ok. Donc le temps, je l'ai pris et en fait, c'est vrai que je te dis que c'est venu comme une évidence parce que j'ai eu ce déclic de cet échec, mais j'y avais réfléchi et c'est vrai en amont. D'accord. Ok. Donc là, vous êtes inscrit sur des listes d'attente en métropole Oui. et vous avez fait On- d'autres démarches en parallèle ou pas? En parallèle, en fait, on s'est inscrit dans une clinique en République tchèque pour faire une FIV avec don d'ovocytes. Et lors du voyage pour aller en République tchèque, on a fait tous les examens pour faire le don en France. Mm. En se disant, si jamais ça ne marche pas en République tchèque, on sera quand même inscrit en France. Ça nous a pris du temps et de l'énergie pour finalement trop d'attentes, mais voilà, ça faisait partie du chemin qu'il fallait qu'on fasse. Tant pis, ça prend du temps, tant pis, ça nous prend de l'énergie, mais on est loin, donc il y a aussi cette difficulté qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas faire des allers-retours comme ça très facilement. Mm. Et voilà. Le test pour évaluer la réceptivité de l'endomètre, pour moi, c'était presque indispensable. Il est disponible, enfin, ça existe en France. Les études ne sont pas encore terminées, mais pour moi, vu tous ces échecs inexpliqués, Mm. pour moi, passer au don, il fallait aussi qu'on puisse avoir des éléments de réponse sur ces échecs. Si on passe au don, mais en fait, le problème, il vient pas de mes gamètes, mais il vient de l'endomètre, Mm. il y Mm. ait des réponses. J'ai insisté, j'ai bataillé. À ce moment-là, la gynéco qui nous suivait depuis plusieurs années m'a lâchée parce que, enfin, elle aurait pu me suivre, mais c'était trop compliqué. Je pense que c'était trop compliqué pour elle en tant que médecin d'avoir un échec avec une patiente. Elle espérait aussi, hein, mais pour elle, médicalement, je pense que ça l'a dépassée et nos relations se sont beaucoup tendues à ce moment-là depuis la fin de la 5e FIV. Je me suis sentie lâchée. J'ai plus pu continuer avec elle. Elle n'a pas voulu me faire Matrice Lab. Elle disait qu'elle allait le faire, mais ne me prescrivait pas le traitement. Donc j'ai encore bataillé, encore une bataille pour faire Matrice Lab. J'ai pu échanger avec l'équipe à Paris de Matrice Lab qui ont été super, qui m'ont aidé et on a pu faire avec une autre gynéco sur 2 cycles parce que le premier, j'ai pas assez répondu au traitement, mon endomètre est pas assez épais. J'ai pu faire Matrice Lab, l'envoyer en métropole, ça a pris des plombes, ça a fini par arriver à Noël, ils ont pu l'analyser malgré toutes les péripéties et au final, il y avait quand même quelque chose. Ouais. Donc Donc, qui d'un est côté, découverte plus de 7 ans après le début du parcours. oui, ce que je trouve complètement regrettable parce que si on faisait ce test avant, ça pourrait éviter tant d'échecs, tant de souffrances, Mm. Mm. peut-être pas fiable à 100%, mais là, on me trouve une hyper activité, Mm. c'est ça? Hyperactivité endométriale qui fait que peut-être je rejetterai les embryons. Donc, on me propose un traitement. Je suis ce traitement avant de partir en République tchèque pour faire le don d'ovocytes. D'accord. Voilà. Et alors, dans le parcours don d'ovocytes, vous avez fait combien de tentatives? On est parti pour une première tentative et on a eu plusieurs embryons. C'était que des transferts de J5, blastocystes. Il en restait 2 à la fin. Au bout des J5, il nous en est resté 2, parce qu'on en avait plus au départ, mais que 2 transférables et pas congélables. Donc ils ont transféré les 2.
Et puis, une seule tentative a suffi parce que j'étais enceinte à la première tentative d'un bébé. Il y en a un des deux qui a tenu. Et Donc donc, au bout là, de joie. combien de temps de parcours? 7 ans, Là, 8 c'était en ans? 2018. 2018, donc ça faisait quasiment 8 ans Ok, entre le début de l'arrêt de la pilule et puis la grossesse. Voilà. d'accord. Donc, on accueille cette nouvelle avec joie, Ouais, évidemment. On était encore à Paris quand on l'a su, juste avant de reprendre l'avion pour repartir, mais on était tous les deux. On a pu apprendre la nouvelle tous les deux. On était d'ailleurs dans une salle d'attente pour aller voir notre gynéco pour encore un autre avis, docteur Ledé, qui justement fait Matrice Lab. Donc, elle a pu accueillir la nouvelle avec nous. On ne la connaissait pas, mais du coup, elle était ravie et puis elle nous a prescrit, de donner des conseils pour le début de cette grossesse par rapport au traitement qui était mis en place avec Matrice Lab. Et voilà, on reste sur la réserve au début parce que l'expérience de la fausse couche reste traumatisante et finalement, la grossesse s'est plutôt bien déroulée. J'ai eu des saignements au début qui nous ont fait très peur. 5 semaines d'aménorrhée, je pensais faire une fausse couche. On a consulté, et puis en fait, on voyait une activité cardiaque, donc déjà très rassurée. Et puis, en fait, ça ne s'est pas renouvelé. Par contre, j'ai été arrêtée toute ma grossesse. Je n'ai pas repris le travail. ok. J'étais dans le stress. J'avais envie de reprendre le travail parce que ça s'occupe l'esprit et puis ça permet de moins y penser. Mais en même temps, dès que je bougeais, j'avais peur de saigner. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé la grossesse comme ça, avec pas mal de stress et d'appréhension sur la suite. Je ne pensais pas être autant stressée en début de grossesse. Je pensais qu'une fois passée de l'autre côté, ça serait plus simple, qu'il y aurait plus. Mais en fait, si. Ce Ouais. parcours reste traumatisant et ça reste compliqué, une grossesse après ça. Après ouais, une grossesse après un parcours d'AMP, oui. Oui. Ok, et donc en même temps que, enfin, vous avez une histoire qui est de parentalité qui est vraiment super, parce que vous aviez aussi démarré un parcours pour accueillir un enfant dans le cadre d'une adoption. Oui. Alors après la deuxième FIV, je crois. Assez tôt, en fait, moi je m'étais toujours dit quand j'ai su que mes cousines elles avaient du mal à avoir des enfants, je m'étais dit non mais moi, si je suis confrontée à ça, je commence rapidement les démarches pour adopter parce que vu le temps d'attente pour adopter un enfant, je ne peux pas attendre de faire tout un parcours puis après adopter. Sauf qu'on est deux et que mon Mm. conjoint, lui, il était beaucoup moins enclin à adopter si vite. Un bébé, ça demande de la réflexion, c'est vraiment un parcours encore compliqué et puis différent. Donc, la deuxième FIV, ça faisait déjà plusieurs années qu'on était dans le parcours. J'avais avancé en âge parce qu'en plus, de toute façon, il y a un critère d'âge. Je crois que c'est 28 ans pour commencer les démarches que j'avais pas au début. Et donc, après la deuxième FIV, après le deuxième échec avec des embryons qui étaient vraiment de mauvaise qualité, là, c'était vraiment un coup dur. Et on s'est dit, nous, il faut un plan B. En fait, on ne peut pas se dire que ça fonctionnera pas sans avoir un autre projet qui puisse nous permettre d'être parents. Donc on l'a fait en parallèle. On a fait les deux en parallèle. Et puis, imaginez, Pau d'époque m'a sorti lors d'un rendez-vous, mais je l'ai informé. Je lui ai dit, bah, tu sais, nous, on ne croit plus trop en l'AMP, on déchante et on veut se donner toutes les chances. Donc, on fait le parcours d'adoption en parallèle. Et il m'a dit, bah, tu fais comme tu veux, Déborah, mais tu risques d'en avoir deux en même temps. Mais jamais je l'ai cru. J'ai jamais de la vie, j'en aurais deux en même temps. Ce sera soit l'un, soit l'autre, tant mieux. Mais et voilà. Et en fait, elle avait raison parce qu'on a fait ce parcours. Moi qui me faisais toute une montagne de l'adoption, des démarches qui étaient très compliquées, administratives, et autant le parcours de PMA, ça me faisait pas peur parce que moi, les piqûres, les soins, c'est mon quotidien, c'est mon métier. Là, l'adoption, ça me faisait peur et au final, c'était très simple. Enfin, on a fait l'agrément. Ça dure 9 mois, on fait des rendez-vous avec psychologue, assistant social, on pose des questions sur notre vie, notre désir d'enfant, notre enfance. Et au final, les rendez-vous se passent, on nous délivre l'agrément, puis on nous dit bah, vous aurez 4-5 ans d'attente pour
éventuellement qu'on vous propose un enfant. Généralement, c'est les délais. Et ça, Donc, c'est les démarches que vous avez faites à Nouméa. à Nouméa, oui. Mm. Ce sont Ok. les mêmes que en métropole. Et du coup, on est inscrit sur la liste d'attente, la liste des enfants adoptables en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a que des enfants qui sont nés sous le secret des nourrissons. Mm. Mais c'est pas, il n'y a pas de transparence. On ne dit pas du tout combien de temps vraiment on va vraiment attendre. Tous les ans, on renouvelle, mais on ne sait pas si on avance ou pas sur la liste. On espère qu'on est bien noté sur cette liste et qu'on ne nous a pas oubliés. Mais voilà. Et puis, du coup, vu qu'on continue les démarches d'AMP en parallèle, on est dans l'attente sans lettre parce qu'on est quand même aussi occupé par tout le reste. Et en fait, on revient donc de République tchèque. Je suis enceinte. On est au mois de mai. La FIV a eu lieu en mars. Donc, je suis à 2 mois de grossesse. Et puis, un jour, on nous appelle. Je suis à la maison en arrêt parce que début de grossesse compliqué. Mathieu est au travail. On nous appelle l'un après l'autre. Et puis, on nous dit voilà, madame, vous êtes donc candidat à l'adoption. Le conseil de famille s'est réuni ce matin et puis vous a choisi pour être les parents d'un enfant né sous le secret il y a 2 mois. Êtes-vous toujours dans la volonté d'adopter un enfant? Alors voilà, le coup de fil tant attendu arrive comme ça, Ouais, un matin. je trouve ça terriblement émouvant. Moi. Je connais l'histoire, mais ça me fait encore plein d'émotions, je trouve. Toujours, c'est vrai que je me rappellerai toujours de ce moment-là. Donc, je dis oui. Je dis oui, oui, bien sûr. Nous sommes toujours en attente. Et puis voilà, elle raccroche et dit bah, je vais prévenir votre mari. Donc elle l'appelle et moi j'essaie vite de l'appeler avant qu'elle l'appelle pour lui dire tu dis oui, tu dis oui, Mm. qu'on soit d'accord. Et puis en fait elle l'appelle, j'ai même pas eu le temps de l'appeler. Elle l'appelle et puis lui il dit pareil, il dit oui, oui, on est toujours d'accord. Et là on s'appelle et on dit bah on fait quoi? Parce que je suis enceinte. Mm. Donc, est-ce qu'ils vont accepter? Enfin, au début, on se dit, bah, c'est quand même responsabilité. En même temps, en plus, je suis enceinte. Faut accueillir un enfant alors que je suis en début de grossesse et que c'est compliqué. Voilà, la raison parle et puis rapidement, le cœur parle. Le cœur se dit, bah non, en fait, on peut pas refuser. Ça fait tellement de temps qu'on l'attend que cette Mm. grossesse, on sait même pas si elle va arriver à terme, que si là on refuse, ils nous reproposeront certainement pas tout de suite. Mm. On peut se retrouver sans enfant du coup. Mm. Donc voilà, en fait, le choix est vite fait. On dit bah oui, voilà, on va l'accueillir cet enfant. Et il passe Et vous 24 n'aviez heures avant de les rencontrer. ouais, et vous n'aviez pas une crainte sur le fait de justement de leur annoncer que tu étais enceinte et que ça soit un motif de refus Justement, il s'est passé 24 heures à ce moment-là et c'était les 24 heures les plus longues parce qu'on s'est dit bah en fait là on se dit oui, on est d'accord, mais ça se trouve ils vont nous dire bah non madame, vous êtes enceinte, vous êtes plus du tout Mm. prioritaire. Il y a d'autres couples qui sont en attente, Mm. donc au revoir quoi. Donc on attend ce rendez-vous et puis on les rencontre, on leur dit hein, évidemment que je suis enceinte, on ne peut pas leur cacher. Hein, Mm. Mm. ça se voit pas, on est honnête, donc on leur dit tout de suite et puis elle nous dit non mais c'était la chef de service, il n'y a pas de problème madame, en fait c'est quelque chose qu'on aborde pendant le parcours, enfin pendant l'agrément. Après, c'est vous qui voyez, c'est le choix vous revient. Si vous voulez avoir cet enfant, enfin, malgré la grossesse, vous pouvez. Si vous voulez renoncer, vous pouvez, mais vous nous le dites tout de suite rapidement parce qu'on ne peut pas Mm. commencer avec l'enfant, puis après vous rétractez. Donc en Mm. fait, on avait leur feu vert. On avait leur feu vert, donc on l'a rencontré 24 heures plus tard, le lendemain. Là, le Ah ouais, non, premier mais jour, ils nous ça, montrent des photos, de te faire pleurer. ouais, c'est ça. Je trouve que c'est un truc de malade. C'est génial, hein. Ouais. Et là, du coup, on est sur un autre, on est sur un autre monde, on est sur un petit nuage, et puis c'est vraiment incroyable, quoi. Le lendemain, on la rencontre, et puis tout de suite, ils nous appellent papa, maman. Alors, on s'y attend pas, Ah oui, parce que normalement, une grossesse, il faut 9 mois pour se préparer. ouais, c'est ça. Là, on a eu Mm. 24 heures, 48 heures pour se dire, ça y est, en fait, on nous confie un enfant, ce bébé, là, ça va être le nôtre. Mm. Mm. C'est vraiment la rencontre est magique. Je l'avais déjà vécu en tant que professionnelle de l'autre côté.
Et j'avais déjà pu observer que c'était quelque chose de magique, mais pour l'avoir vécu, c'est vrai que la petite, elle était arrivée avec sa famille d'accueil et en fait, il nous explique qu'elle a complètement changé de comportement depuis qu'on lui a annoncé qu'elle allait avoir des parents, Ah oui. que là, elle avait 2 mois et demi. Et elle a passé tout le temps où on était là à nous regarder, nous écouter. Enfin, c'était incroyable. Donc voilà, notre petite fille, c'est vrai qu'au début, on ne se sent pas parents parce que compliqué de devenir parent si vite, mais le temps d'adaptation s'est fait en 5 jours. Elle était chez nous, en fait, Ah en oui. 5 jours parce Oh. que, ouais, ils font ça. En fait, ils ont conscience que pour l'enfant, c'est compliqué de ne pas avoir de parents, même s'ils sont en famille d'accueil et qu'ils sont bien pris en charge. Mm. Ça reste un lien d'attachement qui est pas pérenne et il faut l'enfant un lien d'attachement. Voilà, c'est le parent, quoi. Donc, ils font au plus vite. Déjà, on a perdu 2, 3 semaines parce que c'était au mois de mai avec les ponts. Ça aurait dû avoir lieu plus tôt. Donc, c'est c'était déjà, enfin, ça a été rapide, quoi, en 5 jours, parce qu'il y a eu encore un pont. Ça aurait pu même être 4 jours. Donc, il a fallu s'équiper de tout le matériel pour équiper la chambre, pour avoir du matériel de puériculture à la maison. Donc, j'étais enceinte. Donc, j'étais en début de grossesse, qui pour moi était encore incertaine, parce que tant que j'avais Mm. pas passé le premier trimestre, j'avais toujours ces craintes de fausse couche. Mm. Et en fait, du jour au lendemain, en fait, non, c'est pas dans 9 mois qu'il faut se préparer là, c'est tout de suite. Mm. C'est tout de suite. Bon, Ah, après, pour le côté puériculture, c'était assez facile pour moi puisque c'est mon métier. Donc, ça a été aussi simple pour l'équipe de nous accompagner sur ce plan, pour les gestes et tout ça, on savait faire. Et voilà, elle est arrivée chez nous. ouais, c'est une histoire incroyable. C'est-à-dire que là, après ce long parcours et toute cette crainte de jamais être parent, enfin, vous vous êtes retrouvé avec cette petite fille, ce bébé, parce qu'elle avait 2 mois, 2 mois et demi. Elle avait 2 mois et demi. Ouais, 2 mois et demi. Et en plus, Oui. enceinte. Et... Donc maintenant, vous avez vos... Elles ont quel âge maintenant, tes filles? Elles ont 3 et 4 ans. Voilà. J'ai vécu toute la grossesse quasiment en fait avec un bébé. Ouais. Ça doit être J'ai vécu très... des choses nouvelles. Non, mais après J'ai un vécu. parcours comme tu l'as vécu, c'est vrai que ça devait être à moitié surréaliste au début de se dire waouh, je suis enceinte, j'ai un bébé, je suis C'est comme allé très vite. beaucoup de femmes Tout allait, ordinaires. on s'est pris. Pour nous, on a l'impression d'avoir eu un tsunami en fait cette année-là. C'est Mm, que les émotions sont arrivées d'un coup, rapidement. Enfin, après le début de grossesse, là, tout s'est enchaîné. C'est vrai qu'après, une fois que l'enfant est là, une fois que Zoé est arrivée, tout est allé plus vite parce que quand il y a un enfant à la maison, bah, le temps ça s'accélère. prend du temps. Moi qui commençais à m'ennuyer à la maison, que je voulais reprendre le travail parce que c'était trop long et que je voulais plus penser à tous les risques qu'engendrait le début de grossesse. Là, finalement, j'étais bien à la maison avec mon Mm, bébé. Et puis, c'est pour ça aussi que j'ai pas repris le travail parce que même si la grossesse se passait mieux avec un nourrisson à la maison, c'est pas mm. possible. Ah J'ai oui, pas oui. pu bénéficier du congé d'adoption parce que j'étais déjà enceinte et puis en arrêt. Donc, du coup, j'ai bénéficié de l'arrêt lié à la grossesse. Et en fait, Zoé m'a permis d'être sereine pour tout le reste de la grossesse parce que moi, j'ai pu penser au risque. Je me suis dit, bah, déjà, on a la chance d'avoir un enfant. Si la grossesse arrive à terme, bah, ça sera génial. Mais j'avais plus de crainte en fait. J'étais plus stressée. Je pensais plus à ma grossesse. Je pensais à mon Mm, bébé qui était là auprès de nous et dont il fallait s'occuper. Et elle était assez demandeuse. Et, et voilà, elle occupait nos esprits. Donc la mm. grossesse, il y a des jours, j'y pensais plus. Non. Du coup, j'ai pu vivre ma grossesse sereinement, l'apprécier. Le reste de la grossesse s'est très bien passé. J'avais très peur d'accoucher prématurément. Je travaille en néonate, donc je connais les risques. Et je me disais comment je vais faire si je dois être hospitalisée parce que je contracte. Alors du coup, on s'est préservé. Mathieu gérait Zoé la nuit. Et puis, j'essayais de me reposer au maximum la nuit parce que Mm. ici, 2 jours de congé paternité. Donc, autant dire que j'étais toute seule pour la gérer toute la journée. Et puis, en fait, ça s'est bien passé. J'ai accouché à terme. Voilà. Donc, 2 D'accord. bébés à la fin de l'année. Après tout ce temps, c'est voilà, toute cette Ah oui, attente, toutes ces angoisses, et 2 petites filles sur une même année. 9 mois d'écart.
Elles ont 9 mois d'écart parce que Zoé est née le jour du début des semaines d'aménorrhée de ma grossesse. Et donc, Donc, elles elles ont connaissent 9 cette mois histoire incroyable. Vous leur en parlez? Oui, toujours. On en a toujours parlé depuis toute petite. Depuis que Zoé est arrivée, on lui a dit des choses avec des mots simples. Elle était bébé, mais on voulait en parler tout de suite parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle commence vraiment à comprendre, à quel âge l'enfant commence à comprendre. En fait, on lui a dit dès bébé et on en parle encore régulièrement selon sa demande ou quand les choses se présentent. Et d'elle-même, quand elle a commencé à parler, elle m'a étonnée quand un jour les photos sont affichées sur le frigo. Donc il y a moi enceinte avec sa petite sœur dans le ventre et puis elle à côté. Et puis elle me dit bah voilà, Agathe elle était dans le ventre de maman et puis moi j'étais dans le ventre de Notre-Dame. C'est comme ça qu'elle a commencé à le formuler. Pour elle, le fait d'être dans le ventre de Notre-Dame, elle savait pas forcément, elle faisait pas forcément tous les liens, mais les choses avaient été entendues et puis maintenant, elle commence à parler d'adoption. En ce moment, elle est sur la 4 ans, elle est sur la couleur de peau. Elle sait qu'elle est marron, qu'elle a une petite sœur qui est blanche, elle a des parents qui sont blancs. Alors, elle aimerait bien avoir une petite sœur qui est marron aussi, mais on lui a dit que ce n'était pas possible. Mais toutes les deux, elles le savent. C'est vrai qu'Agathe, on a un peu plus... on lui a dit, mais on lui en parle moins régulièrement. C'est un peu plus complexe à comprendre aussi. Le don Donc, d'ovocyte, tu veux dire? oui, le don d'ovocytes, on lui explique aussi les choses. On lui a toujours dit aussi, mais c'est vrai que les ressemblances, les différences physiques sont beaucoup moins flagrantes. Parce que moi, on m'a toujours dit qu'elle me ressemblait. Pour le coup, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est de devenir parent avec un don? Et finalement, avec Agathe, ça a été facile parce que, en fait, quand on est enceinte, on en oublie le don. On y pense de temps en temps, mais c'est notre bébé, on est enceinte, on sait qu'il se passe des choses du côté de l'épigénétique, et puis en fait, elle naît, et là, tous les gens me disent, mais qu'est-ce qu'elle te ressemble? Et sans savoir que je suis passée par un ovocyte, c'est pas pour me faire plaisir. La plupart des gens qui me disaient ça, c'était la vendeuse, c'était la caissière, des gens de la famille qui n'étaient pas forcément au courant, ou de collègues, tout le monde le disait. Donc c'était facile de s'identifier à cet enfant. Et puis voilà, après, c'est vrai qu'en grandissant, de toute façon, j'ai 2 enfants qui n'ont pas mon patrimoine génétique de manière différente. Mais voilà, nous, on en est heureux de ce parcours finalement. C'était très compliqué, mais ça nous a appris beaucoup de choses sur nous, sur la vie, sur notre couple. Finalement, on a une issue heureuse, on en a de la chance, on en est conscient. Et on ne regrette pas de se battu pour tout ça. Bon, bah oui, je te remercie, Déborah, parce que c'est vraiment une histoire très éclairante, je trouve, sur ce que c'est que les parcours d'AMP et puis sur les incertitudes des parcours d'AMP, parce qu'on vit pendant longtemps avec des échecs et des difficultés et on se dit on ne sera jamais parent. Et puis, contre toute attente, sans qu'on puisse le prévoir, l'organiser vraiment, et ben on peut quand même devenir parent. C'est ça qui, je trouvais difficile, cette incertitude-là, parce que si on nous disait à un moment donné, oui, on vous dit que tel jour ou telle année ou à tel âge, vous serez parent de toute façon, c'est garanti à 100%, ça allégerait notre charge mentale. Mais vu qu'on ne peut pas garantir ça, c'est très difficile parce on peut vivre des longues périodes comme ça, de grandes incertitudes et où on se dit qu'on ne sera jamais parent. Bon. C'est ça qui est difficile de garder le moral sur la positive attitude parce que exactement comme toi, je me disais, mais si un jour on dit ça va prendre 10 ans, mais ça va fonctionner, bon ok, ça va prendre 10 ans, à prendre son mal en patience, mais ça va fonctionner. Et pour l'adoption, une psychologue m'avait dit ça, mais tu seras maman en fait, dis-toi que tu seras maman. Mais moi, même pour l'adoption, tant que j'avais pas un enfant dans les bras, non, je ne serais pas maman. Même pendant la grossesse, jusqu'à l'accouchement, pour moi, c'était encore limite abstrait que j'allais devenir maman, parce que je sais que les risques sont jusqu'à la naissance. Et par contre, après, une fois qu'elles étaient là, j'ai plus ce stress, comme peuvent avoir des mamans, une fois que l'enfant est là, stressée pour tout. Alors, j'étais pas du tout stressée. Je pensais être une maman stressée après la PMA, parce que j'en ai beaucoup vu des mamans après la PMA en maternité.
après des longs parcours d'AMP comme ça qui sont très stressés et en fait, je l'étais pas du tout. Alors, pour le coup, avoir un bébé qui a déjà 2-3 mois, c'est pas pareil qu'avoir un nouveau-né. Puis Ouais. quand le nouveau-né est arrivé, j'avais déjà l'expérience de l'autre, donc j'avais pas cette crainte. Et puis, comme tu dis, bah, il y a des incertitudes et puis finalement, les choses arrivent sans qu'on y soit vraiment finalement Prép préparé à les ouais. vivre de cette façon-là, parce Oui, qu'on c'est s'était ça, ouais. imaginé plein de scénarios, mais pas celui-ci. Et puis, on s'était préparé éventuellement à avoir des jumeaux. Finalement, ce ne sont pas des jumeaux, ce sont des enfants rapprochés, c'est des histoires différentes. Mais en fait, voilà, notre histoire, elle est belle. On a des filles qui sont en bonne santé et c'est ça qu'il faut retenir et c'est ça qu'on retient maintenant. Mais c'est vrai Mmh. que quand on revient sur ce qui s'est passé, ça n'a pas été si facile. Et quand j'en parle maintenant, quand ça se voit que de toute façon, on a des filles qui sont différentes. Alors si on ne voit pas le père, on peut penser que je n'ai pas fait mes enfants avec le même père. Mais en fait, Mmh. genre, je dis aux gens, bah non, j'ai une fille qui est adoptée et une fille biologique que j'ai portée. Et on me dit, ah bah oui, mais ça arrive toujours ça. C'est vrai qu'on entend toujours que les gens, ils adoptent et hop, après, ils tombent Ah bah enceintes. oui. Rentre dans les détails toujours en leur disant non, je ne sais pas parce que j'ai adopté un enfant que je suis tombée enceinte. C'est plus complexe que ça. J'étais déjà enceinte et je rentre pas toujours dans le détail d'une ovocyte, ça ne regarde Mmh. pas les gens, mais j'ai Mmh. besoin de leur dire mais non, en fait, c'est une idée reçue. Ça peut arriver, évidemment, ça arrive, mais si vous prenez les choses aussi, se dire que l'infertilité, c'est une incapacité à avoir un enfant, mais pour certaines personnes, peuvent y arriver naturellement, mais il faut 10 ans. D'autres, il faut 6 mois, d'autres, il faut 10 ans. Donc, Mmh. les parcours peuvent s'imbriquer et puis peut-être qu'il y a des blocages aussi. Mais pour le coup, là, ce n'était pas ça. Donc, les idées reçues sont quand même bien ancrées hein, dans cette matière. Et oui, ça persiste. Bon, Oui. Déborah, je te remercie et je te remercie. Merci Virginie pour ce bel échange sur ce parcours. Merci. Merci.